Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour apprendre les règles de Warhammer Old World. Dernièrement, nous avons vu comment comprendre un tour de jeu, voir comment on fonctionnait autour de la table et on a vu comment créer son armée. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement particulier quand on joue à Warhammer Old World comme à Warhammer Battle, c'est les personnages. Qu'est-ce que c'est qu'un personnage? Quelles sont ses capacités? Comment on peut l'équiper? Et surtout, comment on le joue? Quel est son impact sur la table? Donc, qu'est-ce que c'est que ces personnages? Eh bien, tout simplement, ce sont les héros, les figures emblématiques de votre armée. À la fois, le général de l'armée est un personnage, le porteur de la grande bannière, si vous en avez un, est également un personnage, et au final, tous les héros que vous choisissez, autant les seigneurs que les héros plus lambda, les sorciers également, les assassins, etc., etc. Donc Warhammer Old World nous apprend les règles des personnages et là aussi c'est ça quelque chose de super sympa, c'est qu'on a des retours en arrière un petit peu avec les vieilles versions du jeu de Warhammer Battle et on a des mises à jour qui sont vraiment super sympas. Donc parfois ça va être un peu technique, je vais essayer d'expliquer au mieux à chaque fois, pour surtout ceux qui commencent à comprendre qu'est-ce que c'est le jeu, parce que le personnage a vraiment une utilité à part entière dans votre armée. D'où le fait qu'avant on a parlé des structures de jeu, ensuite de structures d'armée, et donc maintenant structure de personnage. Donc déjà, tout personnage de Warhammer Old World possède une aura de commandement. Et oui, alors ça pour ceux qui connaissent seulement Warhammer Battle V8, il n'y avait que le général ou le porteur de la grande bannière qui avait des portées de commandement, des auras de commandement. Et bien maintenant, chaque personnage de Old World en possède une. Ça déjà, c'est super intéressant. Mais quelle est la valeur de cette aura, le rayon autour de lui? Eh bien en fait, chaque personnage de votre armée a une aura de commandement qui lui permet de faire des actions, de donner des ordres ou quelques petites choses qu'on va parler après. Son aura de commandement en termes de taille est représentée par sa valeur de commandement. Il a commandement 5, il a une aura de commandement de 5. Il a un commandement de 10, il a une aura de commandement de 10. Ça, c'est vraiment super sympa. Et ça nous donne un petit peu une importance pour tous nos personnages. Attention, c'est bien une aura de commandement. Là, je m'adresse aux anciens joueurs. Et ce n'est pas une aura de général. Le général de votre armée, lui par contre, a une aura spécifique. Le général de l'armée a une aura de 12 pas. Celui que vous incarnerez sur la table aura donc une aura de 12 pas pour tout ce qui est de son commandement. Même s'il a commandement 8, il aura une aura de 12. Mais sachez bien qu'il n'y a qu'un seul général par armée, bien évidemment. Idem, le porteur de la grande bannière possède aussi une aura de 12 pas. Question de vraiment rendre ultra importante ces figurines dans votre armée. Précision du livre de règles, le général et le porteur de la grande bannière, si jamais ils sont sur des grandes cibles ou ils sont eux-mêmes une grande cible, si par exemple c'est un grand monstre, un démon majeur par exemple, eh bien leur aura passe non plus de 12 à 18 pas directement. Donc ça fait vraiment quelque chose de super et ultra intéressant pour vos porteurs de la grande bannière et pour vos généraux. Donc, le général, parfois, on n'aura pas trop le choix. Le livre de règles nous explique que le général de votre armée doit être celui qui a le plus haut commandement dans votre armée. La figurine qui a le plus de commandement de type personnage, n'oubliez pas. Donc, c'est ce qui rend aussi un petit peu le choix et comment on oriente notre liste d'armées, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Très souvent, on va d'abord commencer par le général parce que vu que c'est nous, on choisit celui qui a le meilleur commandement et après, on décline ce qu'on choisit. Donc, le général possède bien la plus grande valeur de commandement. Je suis en tournage, chat. Ça va être embêtant si tu fais ça. Donc si jamais on a deux personnages qu'on a choisis qui ont la même valeur de commandement et qui sont tous les deux très très hauts, qui sont tous les deux commandement 10 par exemple, là on peut choisir dans notre armée qui sera le général. Donc qu'est-ce que c'est
d'être un général dans Warhammer Old World? Ça sert à quoi d'avoir un général, mis à part de se projeter soi-même sur la table? Eh bien, c'est extrêmement simple. Si votre général n'est pas en fuite, eh bien, toutes les figurines qui sont dans son aura, donc qui sont à 12 pas de lui ou à 18 pas s'il est une grande cible ou sur une grande cible, eh bien, toutes les unités qui vont faire des tests de commandement, de ralliement, de morale, vont utiliser son propre commandement. Et ce qui fait que si la commandement 10 et que vous avez des mecs en commandement 5, vous êtes dans son aura, vous avez commandement 10. Donc si jamais il est en fuite, commencez d'abord par rallier votre général, comme ça il redonnera son commandement autour de lui. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un porteur de la grande bannière? Alors déjà, c'est assez spécifique en termes de création de personnages. Rappelez-vous, on a vu dans la dernière vidéo les options possibles lorsque vous équipez vos unités ou vos personnages. Il y en aura certains qui peuvent être porteurs de la grande bannière, pas tous. Restriction également, votre porteur de la grande bannière, dans la plupart des cas, ne pourra jamais être aussi votre général. C'est bien donc 2 figurines séparées dans la plupart des cas. Il y a certains héros légendaires qui peuvent le faire. Mais là, pour la présentation générale, le porteur de la grande bannière, lui, ne peut pas être votre général. Alors c'est quoi les règles d'un porteur de la grande bannière? Un porteur de la grande bannière vous octroie quelques règles très intéressante. Déjà, lorsqu'il est dans un corps à corps, il vous donne un bonus de +1 au résultat de combat. Ça, on l'avait vu dans la vidéo, dans la toute première vidéo. C'est dans le tableau de bonus de résultat de combat. Cependant, il y a également des règles extrêmement intéressantes. Si jamais vous êtes dans l'aura, donc de 12 pas, d'un porteur de la grande bannière, vos régiments ont le droit de relancer leur test de panique ou leur test de ralliement. Pareil, si vous êtes dans un corps à corps, vous pouvez relancer vos jets de morale. Donc, encore une fois, si vous avez des modificateurs, etc., vous avez toujours vos modificateurs, mais vous pouvez relancer vos jets de morale. Donc, ça veut bien préciser que, pour les joueurs de Warhammer Battle V8 ou autres, un porteur de la grande bannière maintenant ne fait plus relancer les tests de peur ou de terreur. Eh oui, il va falloir faire attention à ça en termes de règles. Précision importante, le porteur de la grande bannière est un personnage. Contrairement à un étendard classique que vous trouvez dans un régiment, le porte-étendard, le porteur de la grande bannière, si jamais il est tué, eh bien la bannière n'est plus récupérable. S'il est rattrapé dans une fuite, également pareil, il est tué, comme l'unité d'ailleurs qui l'accompagnait. Mais aussi, chose intéressante, et ça marche autant pour les étendards que pour les porte-étendards, contrairement à Warhammer Battle V8, eh bien si vous vous enfuyez d'un corps à corps, mais que vous vous ralliez derrière, vous possédez toujours votre grande bannière et votre bannière, votre étendard de régiment. Et ça peut changer aussi beaucoup de choses. Donc tout ça, ce sont les 2 personnages les plus importants que vous aurez dans votre armée. Le général, le porteur de la grande bannière. C'est quelque chose qui est assez vital dans un jeu de wargame. Le général, de toute façon, est obligatoire, bien évidemment, mais le porteur de la grande bannière en lui-même peut parfois ne pas être présent dans une armée. Tout dépend comment vous voulez jouer et quel point aussi vous voulez dans votre armée dépenser correctement. Donc un personnage, ça a aussi un type de troupe. Vous en avez des différents. Voilà, vous en avez des différents, vous n'avez pas que de l'infanterie en personnage, vous en avez des volants, vous en avez monté sur des monstres bien évidemment, et tout ça on en parlera dans la vidéo des types de troupes, parce que ça devient un peu plus complexe, ou en tout cas il faut bien préciser, et ne pas trop en raconter pour éviter que vous ayez tout dans la tronche d'un coup. La chose que vous avez à savoir, c'est que les montures que peuvent avoir vos personnages, vous pouvez avoir un personnage à pied, mais avec les options, on en a parlé dans la dernière vidéo, vous pouvez les améliorer et les monter par exemple, je ne sais pas, sur un dragon par exemple, ou sur un char, ou alors simplement sur un cheval. Vous avez le droit de faire ceci, tout simplement en payant l'amélioration que vous désirez. Mais ça veut dire aussi que, de base, votre personnage est peut-être troupe infanterie, s'il passe sur un cheval, il passe en troupe cavalerie. Il prend la troupe, le type de troupe de sa monture. Ça aussi, c'est important. Et pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de type de troupe? Parce que les personnages de Warhammer Old World, tous les personnages, pas seulement le général et la grande bannière, tous les personnages peuvent bien évidemment rejoindre un régiment, être dans un régiment, les protégeant donc de beaucoup de dangers. Si jamais vous ne le désirez pas ou vous n'en avez pas la capacité, votre personnage peut rester ce qu'on appelle isolé. Il n'a pas besoin d'aller dans un régiment
pour éviter par exemple de se faire tuer ou tout simplement pour être caché à l'intérieur. Vous avez des généraux qui ne peuvent pas rejoindre de régiment parce que leur type de troupe ne fonctionne pas. Un monstre ne peut pas aller dans un régiment d'infanterie. Mais si vous comptez votre personnage comme isolé, il gagne la règle tirailleur. Alors ça, on en parlera pareil quand on parlera des formations de combat, hein, des régiments possibles. Mais aussi, il y a des petites règles super sympas quand il est isolé. On en connaissait certaines dans Warhammer Battle, elles ont été mises à jour dans Warhammer Old World. Donc si jamais votre personnage est isolé en étant infanterie ou cavalerie, il gagne en fait 2 règles. Déjà, la première, nouveauté géniale, je trouve ça super sympa, il gagne une esquive. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc si jamais votre personnage qui est isolé est sur la route d'une unité qui vient de faire une poursuite, qui vient de faire une percée ou une poursuite. Votre régiment vient de s'enfuir, votre ligne s'ouvre, votre personnage était derrière, oh mon dieu, il va se prendre une charge dans la tronche tout seul. Eh bien, Warhammer Old World autorise aux personnages isolés un test d'initiative. S'ils réussissent leur test d'initiative, donc un test de caractéristiques, si vous avez une initiative de 5, vous devez faire sur 1 dé, 1, 2, 3, 4 ou 5. Si vous faites plus, vous avez échoué. Si vous avez une initiative 2, vous devez faire 1 ou 2, ou sinon vous avez échoué. Donc s'il réussit son test d'initiative, le personnage, avant que l'unité ne rentre en contact avec lui, peut utiliser son mouvement pour s'enfuir. Alors pas s'enfuir en termes de règles, mais en fait aller à l'opposé de toute unité ennemie visible. Donc il ne peut pas se rapprocher d'une autre unité ennemie bien sûr en faisant ça. Le gars peut donc esquiver le coup et laisser passer les gars. Je trouve ça vraiment génial. De plus, les personnages isolés qui sont à 3 pas autour d'une unité qui n'est pas en fuite et qui est du même type de troupe que eux, donc un personnage infanterie qui est à 3 pas ou moins d'une unité infanterie, s'il n'est pas la cible la plus proche, il ne peut pas être déclaré comme cible de tir ou de sortilège à distance. Voilà, ça c'est trop bien. Donc attention, c'est précisé s'il n'est pas la cible la plus proche. Donc vous avez un régiment qui veut tirer sur un personnage qui est à côté d'une unité qui est comme lui. Il regarde bien si l'unité est plus proche, eh bien il ne pourra pas tirer sur le personnage. Si le personnage est plus proche que l'unité, il pourra quand même le faire. Mais voilà, ça c'est juste trop bien. Ça va obliger encore une fois à bien placer ses régiments, etc. Ne pas obligatoirement avoir ses héros dedans, gagner de la mobilité. Ça peut être vraiment très intéressant en termes de stratégie de jeu. Mais si jamais vous ne voulez pas qu'ils soient isolés, vous pouvez mettre donc vos personnages dans vos régiments. Alors vous pouvez le faire au déploiement ou dans la phase des mouvements normaux de n'importe quelle phase de mouvement de votre armée. Voilà, vous pouvez arriver dans un régiment. Attention, il y a des restrictions par rapport à des règles spéciales. Certaines règles spéciales empêchent des personnages de les rejoindre tant qu'ils n'ont pas la même ou des choses comme ça. Regardez bien le livre de règles, de toute façon on en parlera aussi dans prochaines vidéos. Donc pour placer vos héros dans les régiments, ils doivent toujours être en position de devant, ils doivent toujours être sur le rang avant, c'est obligatoire. Et si jamais leur socle ne rentre pas, eh bien vous devez quand même les placer sur le côté de votre unité, tant qu'ils sont bien sur le front avant. Et il y a aussi une restriction assez importante là-dessus, c'est que votre nombre de personnages dans un régiment ne peut pas dépasser la moitié du nombre d'unités normales. Je m'explique. Il y a 8 unités, le rang est de 8, votre rang de figurines d'infanterie est de 8, vous ne pouvez pas avoir plus de 4 personnages à l'avant. Voilà, c'est restreint comme ça, et ça empêchera enfin le petit Doomstack des anciens joueurs de mettre que des chefs gobelins, par exemple, dans une énorme troupe de gobelins, pour faire une première ligne que de héros. Eh bien, ça ne marchera plus comme ça. Si jamais vous voulez que votre personnage quitte votre régiment, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire pendant la sous-phase des mouvements normaux, avant que votre régiment ne fasse son propre mouvement. Mettre votre héros dans un régiment fiabilise un petit peu le fait qu'il ne peut pas être trop pris pour cible. La seule manière qu'un personnage dans un régiment peut être visé, c'est par une règle spéciale, un petit peu comme le tir précis, on en parlera aussi dans les règles spéciales. C'est aussi, s'il y a un gabarit qui lui tombe pile poil sur la tronche, il pourra être là touché
si jamais là aussi il loupe un petit test, ou tout simplement s'il n'y a plus assez d'unités pour prendre les coups à sa place. C'est-à-dire si dans votre unité, il y a moins de 5 figurines qui ont le même type de troupe que votre personnage. Voilà, ça c'est les restrictions. Si jamais vous avez aucune de ces règles qui se prennent en compte, eh bien c'est l'unité qui prendra les tirs ou les dégâts avant votre personnage quand ce n'est pas au corps à corps. Au corps à corps, votre personnage peut se déplacer au début du corps à corps, au début du round, lorsque vous désignez choisir et combattre, et il peut aller à l'axe où il veut en termes d'impact et de touche par rapport à l'adversaire. Il prend juste une place qui lui est due, vu que c'est quand même un héros, ou alors il reste bien à l'abri derrière et il ne frappe pas. Il y a certains héros qui font très bien ça aussi. Donc au corps à corps, il n'y a que les personnages, ou en tout cas les figurines au contact de votre personnage, socle à socle, qui peuvent le viser en termes d'attaque. C'est la seule manière de viser précisément dans un corps à corps un personnage. Il faut être devant lui. Si vous êtes très largement sur les côtés, vous ne pouvez pas mettre toutes vos attaques sur le personnage et cibler toute votre mêlée là-dessus. C'est pas possible. Cependant, si vous ne voulez pas perdre votre temps à frapper un ennemi vil et pleutre, vous pouvez peut-être déclarer un défi. Alors là, déclarer un défi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça vous permet aussi de gagner des résultats de combat supplémentaires avec la règle de carnage. Mais tout simplement, déclarer un défi, c'est lorsque on arrive à choisir et combattre. Pour déclarer un défi, le joueur dont c'est le tour désigne un personnage ou quelqu'un capable de le faire pour lancer le défi. Cette personne, ce personnage, doit être dans la ligne combattante ou dans la ligne adjacente, celle qui combat. Il ne peut pas être 4 rangs derrière. En lançant le défi, l'adversaire répond. Il peut dire non, bouh, ou alors il peut désigner quelqu'un pour relever ce défi. Il n'est pas obligé de désigner son personnage le plus fort. Il peut désigner même son petit sergent d'unité qui compte un petit peu comme des personnages. On en parlera lorsqu'on parlera des champions d'unité. Donc ces fameux personnages vont faire un défi. Une fois le défi lancé, vous ne pouvez pas en faire un autre dans le même corps à corps. Il n'y en a qu'un seul par corps à corps. De plus, si jamais c'est votre tour mais vous ne lancez pas de défi, l'adversaire peut faire de même si vous déclinez de lancer un défi. C'est toujours intéressant de pouvoir un petit peu contrer les personnages très forts comme ça. Lorsque vous faites un défi, c'est très simple. Si vous one-shotez votre adversaire pile poil au bon nombre de PV, vous marquez les PV que vous lui avez enlevés. Et si jamais vous dépassez la valeur de points de PV de l'adversaire, si genre vous lui mettez 6 dégâts alors qu'il n'a que 2 PV, eh bien vous marquez des points de carnage qui rentrent bien sûr dans le résultat de combat. Donc tout ça, ce sont des caractéristiques de personnages. On vient d'expliquer un petit peu les personnages. Mais comme je vous en ai bien parlé dans la vidéo précédente, les personnages ne sont pas des unités lambda. Elles peuvent être équipées. Et ça, c'est bien à faire attention dans la feuille de caractéristiques de personnages. Lorsque vous créez votre liste d'armées, vous avez les énormes déclinaisons objets magiques, objets enchantés, particularités d'armée comme les farfadets des elfes sylvains ou les runes des nains bien sûr, sans compter les dons du chaos encore qu'on pourra avoir derrière. Bref, tout ceci sont bien des personnages qui sont extrêmement différents. Vous pouvez, c'est l'une des choses que vous pouvez le plus modifier dans votre armée, car encore une fois, il vous représente pour le général sur la table, ou tout simplement, c'est votre fil affect, c'est quand même vos personnages sur la table. On reconnaît bien quand même que Warhammer Old World comme Warhammer Battle vient d'un jeu de rôle. C'est la caractéristique et l'amélioration qu'on apporte et le fil affect qu'on a par rapport à un personnage qui très souvent nous attache à une armée. Donc voilà, petite vidéo sur les personnages, mais je trouvais qu'elle était extrêmement importante d'en parler. Et c'est surtout pour vous préparer à la prochaine qui arrive, car si les personnages que je viens de vous présenter sont pour la plupart des personnages de commandement ou des personnages de corps à corps ou de tir, eh bien il y a une autre catégorie de personnages qui, elle, méritera bien la vidéo suivante, car on va parler aussi de toute la structure qui l'accompagne. Ce sont bien les magiciens et la magie. Donc on se retrouve bientôt pour la suite de cette série de vidéos pour comprendre lors de la prochaine vidéo qu'est-ce que c'est qu'un mage et qu'est-ce que c'est que la magie dans Warhammer Old World. J'espère que tout ça vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est très important, ça nous aide. Et merci à tous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!